Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com. Je rappelle à tout le monde que notre invité aujourd'hui, c'est Mme Martine Bertino, accompagnée de Mme Rosine Benjamin. C'est dans le cadre des émissions de l'Association professionnelle d'écoles privées, l'émission Former, Éduquer et Vivre, FEV. Alors nous parlions de paix, nous parlons de l'éveil philosophique à la paix, etc. Nous avons parlé de la notion de paix elle-même. Qu'est-ce que c'est qu'un médiateur de paix? Quelle est sa mission? Pourquoi apporter la paix? Apporter la paix, nous savons pourquoi. Mais pour l'apporter, il faut d'abord être en paix avec soi-même. Que la paix est le résultat d'un travail à la fois quotidien, personnel, mais aussi communautaire. Et vous proposez des outils afin de cultiver cette paix intérieure. Et vous avez expliqué également que la paix elle-même aussi, eh bien, c'est inévitable de par la conscience même qui est innée dans l'homme. Elle vient aussi de la peur des sanctions. La sanction des lois, la sanction de la famille, la sanction de la société. Du moins, c'est parti. En tout cas, ce qui nous importe maintenant, quand vous parlez d'éveil philosophique, vous en parlez comme s'il s'agit d'une école. C'est bien ça? C'est une école. Alors maintenant, qu'est-ce qu'une telle école? Alors, cette école, en fait, je l'ai créée pour les enfants, puisque je donne une formation aux adultes. Et pour parvenir à la paix, nous devons travailler sur deux secteurs, sur deux plans. Mais vous n'y prenez pas de la même façon pour un enfant, un adulte, un adolescent, non? Bien sûr que non. Mais la base du travail est la même, c'est-à-dire que la connaissance est la même et l'enseignement est le même, si ce n'est que nous enseignons d'une manière différente en fonction des âges et en fonction surtout des besoins, parce que ce qui va changer dans l'enseignement, c'est surtout la capacité d'improviser de l'éducateur, l'animateur, de l'enseignant, par rapport aux besoins, justement, de la personne qu'il a en face de lui. Alors, il est évident qu'un enfant de 6 ans aura des besoins différents qu'un adolescent, puisqu'il va se poser des questions différentes en arrivant à l'adolescente, qu'un jeune adulte, qu'une personne adulte qui vit dans un secteur, dans un autre, qui a une profession ou une autre. Bon. Maintenant, tout ça, c'est au niveau des apparences. Si on considère le fonctionnement de l'homme dès sa naissance, nous pouvons constater, parce que ça fait 35 ans que je travaille avec les êtres humains, et j'ai travaillé avec les êtres humains sur plusieurs continents, en particulier au Maghreb, donc avec plusieurs cultures, et nous pouvons constater que ce soit un enfant, un adolescent, un adulte, une personne dans un pays, dans une culture ou dans une autre, nous avons tous les mêmes problématiques et nous avons tous les mêmes bonheurs, en fait. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de se rendre compte à quel point nous sommes semblables sur toute la Terre, par notre conscience, par notre subconscient, par nos qualités, par nos programmations émotionnelles, mais en même temps, effectivement, en fonction de l'âge que nous avons, cette connaissance doit se donner d'une manière différente, adaptée aux âges. Alors, l'école d'éveil philosophique, elle se situe à 2 niveaux. J'ai créé en fait un programme, et ce programme concerne d'une part les moniteurs de la petite enfance, je ne sais pas comment vous les appelez ici, si vous avez aussi les moniteurs de la petite enfance. Elle concerne les enseignants du primaire et du secondaire, que ce soit en privé comme dans les écoles publiques. Elle concerne les parents et elle concerne évidemment les enfants, puisque l'école d'éveil philosophique est vraiment consacrée aux enfants. Alors, soit cet enseignement est donné dans des écoles, c'est ce que nous allons commencer à mettre en place donc à partir du mois de mai, soit cet enseignement est donné dans ce que j'appelle justement une école d'éveil philosophique qui va être mis en place par donc mes élèves à titre personnel, à titre privé, en ouvrant justement des écoles qui n'ont rien à voir avec les écoles donc privées et publiques, où nous allons donner un enseignement aux enseignants et aux parents. Donc il y a 2 types d'écoles d'éveil philosophique. Il y a des cours d'éveil philosophique. Dans les écoles privées et publiques, et il y a un enseignement donné aux enfants dans ces écoles que nous allons créer. Donc ce qui veut dire que vous avez un enseignement
pour les enfants, les adolescents, les adultes, et vous avez un enseignement pour les personnes en charge bien sûr, d'enfants de 3 à 6 ans. Voilà, et ça va même beaucoup plus loin. C'est que dans les écoles privées et publiques, ce ne seront pas les enseignants qui vont donner les cours d'éveil philosophique aux enfants. Ce sont les personnes que je forme dans notre groupe qui vont aller dans les classes pour donner un cours, éventuellement tous les 15 jours, c'est un peu ce qu'on a prévu donc, ici, donner un cours de 2 heures tous les 15 jours aux enfants. Mais ce qui est important, c'est que nous préparions les adultes à accompagner ces enfants. Parce que si nous donnons un enseignement aux enfants, encore prenons un exemple, supposons que nous permettions à un enfant d'apprendre à se respecter, d'apprendre à s'aimer, à prendre conscience de sa valeur. Cet enfant va avoir une nouvelle vision de lui-même, il va avoir une nouvelle attitude, il va avoir un nouvel idéal, de nouveaux besoins. Enfin, ce ne sera pas de nouveaux besoins, il va respecter en fait les besoins qui étaient au fond de lui, qui le rendaient colérique, qui le rendaient agressif parce que justement, il ne se sentait pas respecté, il ne se respectait pas lui-même. Supposons que les enseignants et les parents ne reçoivent pas un enseignement. Cet enfant va rentrer chez lui, il va avoir en face de lui des parents qui peuvent avoir une attitude avec lui agressive, brusque, lui faisant subir des sévices, alors qu'à l'école d'éveil philosophique, il aura appris l'amour de lui-même. Il aura appris que lui-même, à son âge, il aura appris que la violence n'est pas de la détermination et qu'il doit développer la détermination au fond de lui pour savoir qui il est et se faire respecter, mais qu'en aucun cas, il doit être violent avec son entourage. Si les enseignants sont agressifs avec lui ou lui font subir des sévices corporels parce que, dit-on, cela fait partie de la culture, cet enfant ne va pas comprendre. Et il va avoir une dualité énorme entre ce qu'il a appris dans l'école d'éveil philosophique et ce qu'on lui fait vivre dans son quotidien, dans la vie de tous les jours. Et en fait, ce travail va être contre-productif parce qu'il va développer encore plus une colère, un sentiment d'injustice, parce qu'on lui a fait miroiter le paradis et il retourne en enfer, vous voyez, voilà. Donc, le travail qui est important, c'est de donner un enseignement aux enseignants, non pas pour qu'ils fassent la même formation que mes élèves, mais pour qu'ils soient préparés de par la connaissance d'eux-mêmes, de par la connaissance des personnalités, en travaillant sur tous ces thèmes justement de l'éducation, qu'est-ce que les sévices corporels, etc., de quoi a besoin un enfant, comment un éducateur peut assumer aussi les difficultés que l'enfant vit, comment doit-il répondre, quelle attitude doit-il avoir, et à ce moment-là, les enseignants vont travailler avec nous. Ensuite, nous mettons au point une séance d'information pour les parents en début d'année, pour que, là encore, on leur explique notre démarche, on leur explique ce qui est important pour l'enfant, qu'est-ce que l'éducation à la maison, comment on peut les soutenir, et on va leur expliquer ce qu'on va enseigner aux enfants pour que, là aussi, les parents puissent s'impliquer et nous suivre dans cette démarche. Et lors de l'année scolaire, en fin d'année civile et en fin d'année scolaire, nous faisons un bilan avec les parents, les enfants et les enseignants, où chacun pourra poser des questions, s'exprimer et faire un bilan de tout le travail qui a été fait. Dites-moi, quelles sont vos propositions à des adultes qui n'ont pas suivi votre formation en cas de conflit entre adultes, entre enfants, dans une salle de classe ou sur une cour de récréation, par exemple? Quand vous parlez de propositions, est-ce que vous pourriez être plus précis? Donc, ça veut dire quelle méthode vous leur conseillez, quel type d'approche? Bon, disons qu'il est difficile de proposer une méthode lorsque nous sommes dans le vif du sujet, dans la problématique, à savoir que si des enfants sont dans une cour de classe et se disputent, s'agressent, là, ça devient un travail de médiateur proprement dit, puisque je fais aussi des médiations régulièrement, et dans le cadre d'une médiation, ce n'est pas la même chose que dans le cadre d'une formation. Ce qui veut dire que je vais prendre les enfants à partir, je vais les prendre ensemble. Je ne vais ni me fâcher, ni gronder, ni dire à un enfant « tu es coupable de », parce que dans ma philosophie, ce mot n'existe pas. On est responsable de, mais on n'est pas coupable de. Je vais déjà lui dire « mais j'aimerais que vous me disiez tous les deux », j'aimerais leur dire j'aimerais que vous me disiez tous les deux ce qui s'est passé. Je veux avoir votre point de vue de chacun. S'il y a 10 enfants, je vais demander à chacun des enfants
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment toi tu vois la chose? Bon. Ensuite, je vais demander à chacun d'eux pourquoi il agit de cette manière. Voilà. Je les laisse parler. Voilà. Et une fois que les enfants ont parlé, je vais pouvoir déterminer qui est juste, qui n'est pas juste, qui se justifie, qui est en colère, qui a de l'orgueil, qui se considère comme une victime, etc. Et à partir de ce moment-là, je vais expliquer à chaque enfant la responsabilité qu'il a dans son attitude, pourquoi il a dit tel mot, pourquoi il a fait du mal à l'autre. Je vais expliquer par exemple à l'enfant qui se comporte d'une manière orgueilleuse, qu'en étant orgueilleux, il donne une image de lui qui est négative, qui est violente, alors qu'au fond, s'il va voir au fond de lui, son orgueil cache une souffrance. Et je vais l'inciter, non pas à exprimer son orgueil, mais à parler de sa souffrance, à expliquer que peut-être il a été déçu, il s'est senti trahi, que peut-être il a été touché parce que l'autre lui a dit quelque chose qui lui a fait mal, et je vais l'inciter à parler. Donc je vais reparler à chaque enfant en lui demandant de parler avec son cœur, en lui demandant de s'ouvrir. Voilà. Et une fois que les enfants... Et ça marche, je peux vous dire. Et ça marche avec les adultes aussi d'ailleurs. Et une fois que les enfants se sont exprimés, je vais leur expliquer à chacun l'attitude nouvelle qu'ils doivent avoir, les uns vis-à-vis des autres. Je vais leur demander de se pardonner mutuellement. Et ça peut même aller jusqu'à, si un enfant a fait vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas, je ne vais absolument pas le punir, mais je vais lui demander de faire un acte d'amour pour ses camarades. Peut-être faire un petit cadeau, peut-être, voilà, pour montrer avec son amour que, non pas qu'il regrette, mais qu'il a compris son attitude, qu'il se pardonne cette attitude, et qu'à l'avenir, il aura une attitude différente. Quelle différence faites-vous entre être responsable et être coupable? Alors, être coupable, ça veut dire que j'ai fait du mal. Et si j'ai fait du mal, je suis méchant. Si j'ai fait du mal, je ne mérite pas d'être bon, de recevoir. Et donc, je suis une mauvaise personne. Mais ça veut dire aussi que j'ai choisi en toute conscience de faire le mal. Pas forcément. Pas forcément? Non, absolument pas. Non. On peut avoir plusieurs paliers de culpabilité. Bon, ceci dit, entre nous, une personne qui a choisi de faire le mal ne se sentira jamais coupable. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle va se justifier en disant « Si je t'ai fait du mal, c'est parce que tu l'as mérité, parce que si tu m'avais obéi, je ne t'aurais pas fait ça. Donc c'est de ta faute. » Ça dépend aussi, comme on dit, de la perception qu'on a du mal. Parce que pour lui, ça peut ne pas être mal, tandis que pour vous, c'est abominable. C'est ce que je suis en train de vous dire, effectivement. Ouais. Voilà, c'est que... Par exemple, quand vous écoutiez les accusés au procès de Nuremberg, tout à fait. Pour eux, ils n'avaient fait aucun mal. Oui. Alors, les Juifs, c'était de la vermine, il fallait les éliminer. Bon, c'est ce que j'appelle... Tandis que là, pour nous, c'est choquant. Bien sûr. Alors, c'est ce que j'appelle, dans mon jargon philosophique à moi, c'est ce que j'appelle la justification. Voilà. Et l'être humain est un champion de la justification. Il a une imagination dans ce domaine à toute épreuve. Alors, la culpabilité, c'est quoi? Alors, la culpabilité, en fait, c'est ça. C'est la culpabilité, si vous voulez... Pour moi, la culpabilité est négative. Elle ne sert à rien. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je me sens coupable d'avoir fait quelque chose, ça ne veut pas dire que je ne vais plus le refaire. Ça veut dire que je me sens mal d'avoir fait quelque chose, que je m'en veux. Et en plus, je vais créer en moi la peur de refaire cette chose et je vais continuer à la faire. Vous voyez? Et c'est exactement le principe des enfants qui ont été battus et qui plus tard reproduisent le même schéma avec leurs propres enfants. Parce que j'ai peur de faire subir... Pas seulement avec leurs propres enfants, même avec la société même. Bien sûr, voilà. Parce qu'on a toujours vu que les plus grands chefs de la pègre, les hommes les plus violents, ce sont des gens qui ont eu une enfance violente. Tout à fait, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de découvrir justement que si je suis violent, c'est pas parce que je suis une mauvaise graine, c'est pas parce que je suis différent des autres, c'est parce que j'ai dans mon subconscient cette programmation émotionnelle qui fait que j'ai subi la violence et je vais développer deux programmations très précises. D'une part, j'ai peur de la violence pour moi, et j'ai peur de faire subir aux autres la violence qu'on m'a fait subir. Troisième programmation, comme j'ai toujours subi de la violence, ma seule référence, c'est la violence, et donc je ne peux régler mes problèmes qu'à travers la violence. En d'autres termes, je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Voilà. Donc, mais tout ça, ça fait référence au subconscient, parce que l'être humain est bien plus intelligent que ça, voyez.
Le problème, c'est que nous n'écoutons toujours que ce subconscient parce que nous imaginons qu'il vit en nous, qu'il a une force énorme, alors que ce n'est pas vrai. Et ce que j'apprends à mes élèves, c'est à devenir spectateur de ce subconscient et à voir qu'il y a d'autres facultés en eux qui peuvent développer. Alors cette autre faculté, c'est laquelle? C'est la responsabilité. C'est là où je fais une différence fondamentale, à savoir que de toute façon, si je suis coupable, je ne vais rien régler, parce que je vais continuer finalement à être coupable, puisque j'ai peur de l'être. Et je ne vais jamais me pardonner non plus ce que j'ai fait, et donc je ne vais jamais régler mon problème. Alors que si je suis responsable, ça veut dire que, supposons que pour une personne qui a fait du mal, je vais regarder mon passé, et je vais me dire avec ma responsabilité, bon, voilà ce que j'ai fait. Me sentir coupable ne sert à rien parce que je ne peux pas supprimer ce que j'ai fait. C'est là, je l'ai fait, et donc la première chose que je dois faire, c'est me pardonner ce que j'ai fait et ne pas me sentir coupable. Par contre, donc ça veut dire que je suis capable d'assumer ce que j'ai fait. Par contre, ma responsabilité me demande, de par cette expérience, de ne plus agir de la même manière, tout en sachant que dorénavant, chaque fois que je ferai du mal, je serai responsable de ce que j'attire et je serai responsable de ce que je fais aux autres. Vous savez, quand on est en classe, on nous répète souvent ces vers de Musset, « L'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. » Une grande phrase de notre société. Est-ce que vous pensez vraiment que l'homme grandit qu'à travers la souffrance? Bien sûr que non. Autrement, je ne vivrai pas cette philosophie et je ne ferai pas cette formation. On a une notion du péché aussi, parce vous avez parlé de la culpabilité. Je pense qu'on pourrait péché parler... original en plus. Ah là là, voilà, on pourrait parler de ça, parce que. Ouais. Mais au fond, ce qui est intéressant de voir, vous voyez, c'est que finalement, cette culpabilité, on la retrouve dans toutes les philosophies, on la retrouve dans toutes les religions. Il ne faut pas s'imaginer qu'elle est seulement dans la religion chrétienne, elle est partout, cette culpabilité, d'une manière peut-être plus ou moins forte, mais elle est partout. Alors pourquoi finalement l'être humain vit sa foi à travers la culpabilité et pourquoi lui apprend-on toujours que c'est un pécheur? Mais tout simplement parce que depuis la nuit des temps, l'être humain sur la terre a un subconscient et même s'il a la foi et même s'il crée une église, même s'il crée une philosophie, tant que lui n'est pas libéré de sa propre culpabilité, il pensera que aimer Dieu, avoir la foi, nous demande de nous sentir en état d'infériorité vis-à-vis de Dieu, de nous sentir pécheurs et de nous sentir coupables. À partir du moment où l'être humain prend conscience de son subconscient, il va se rendre compte que sa foi n'a pas besoin de culpabilité, sa foi n'a pas besoin de péché, et surtout il va se rendre compte que aimer Dieu, évoluer et se réaliser dans la vie n'implique pas forcément qu'il doive souffrir. Pourquoi? Parce que alors, ça, c'est un leitmotiv que j'entends partout, évidemment, chez nous aussi en Occident, à savoir que « Ah, mais oui, j'ai vécu cette situation difficile, mais au moins j'ai appris la vie. » Voilà. Donc, je souffre, youpi, je vis, je souffre, youpi, j'apprends la vie. Mais non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, mes élèves le voient tous, au fur et à mesure qu'ils travaillent sur eux, que, indépendamment du fait qu'avant, à travers une expérience douloureuse, ils ont appris la vie, ils se rendent compte qu'ils peuvent apprendre la vie en étant heureux. Parce que, en fait, nous avons une intelligence qui fait que nous pouvons utiliser les expériences pour comprendre la vie, pour être heureux. Et c'est notre intelligence qui nous permet de prendre conscience des expériences et de la vie, et ce n'est pas grâce à la souffrance. Bon, et je peux d'ailleurs donner un exemple qui, pour moi, est une preuve, c'est qu'il existe des gens sur la Terre qui n'ont pas du tout envie de s'en sortir, qui sont négatifs, qui sont destructeurs. Et ce ne sont pas leurs souffrances qui vont leur permettre d'évoluer. Ce qui va nous permettre d'évoluer, c'est le choix justement de ne plus souffrir. Voilà. Et à partir de ce moment-là, effectivement, nous avons la possibilité. Croyez-vous en Dieu? Bien sûr, oui. Mais vous ne croyez pas en un Dieu gendarme? Je ne crois pas en un Dieu gendarme? Ah, mais absolument pas. Voilà. Et je ne crois pas forcément. Je n'ai pas de religion particulière. Enfin, de par ma naissance, je suis catholique. Mais pour moi, la religion, c'est l'amour. Voilà. Ma grande religion, c'est l'amour. Oui. Ça veut dire que peu importe la religion qu'a une personne, peu importe qui elle est, peu importe ce qu'elle fait dans la vie, du moment qu'elle ne fait de mal à personne, nous devons l'aimer. Voilà. Finalement, à résumer, c'est sur l'amour que repose votre philosophie. Essentiellement. Bon, sur l'amour de soi, mais aussi sur l'amour de soi. Parce qu'on en parle très peu de l'amour de soi. On parle toujours de l'amour si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Non. C'est pas possible. Non. On croit aimer les autres, mais on se sacrifie. Voilà. Et dans le sacrifice, il n'y a pas de notion d'amour.
Il y a une notion d'intérêt, à savoir, soit d'intérêt, à savoir, je me sacrifie pour toi pour que tu puisses m'aimer et me regarder, soit je me sacrifie pour toi parce que tu n'es pas assez fort pour s'occuper de toi toi-même, pour t'occuper de toi toi-même. Donc dans les deux cas, ce n'est pas véritablement de l'amour, même si la personne est généreuse. C'est ça. Alors, je vous rappelle que nous suivons l'émission de l'association professionnelle d'école privée, APEP. C'est l'émission Former, éduquer, vivre, FEV, qu'aujourd'hui nous recevons Mme Martine Libertino, accompagnée de Mme Benjamin, qui est silencieuse aujourd'hui. Et nous vous rappelons que cette émission est patronnée par Loco-Design, l'établissement Vieux, Éditions Zemès et Batimat. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des critiques, vous pouvez appeler apep.fev1010@gmail.com ou encore appeler le 34 01 41 83. Alors, nous faisons remarquer que c'est la première émission que nous avons avec Mme Martine Libertino. Nous allons avoir une seconde émission avec elle. Et pendant cette seconde émission, nous aurons l'occasion d'approfondir davantage les valeurs fondamentales, les valeurs qui vraiment sur lesquelles repose sa philosophie. Et nous allons aborder, disons, d'autres sujets d'actualité dans le cadre également de sa philosophie. Comment peut-on traiter ces sujets à travers ces grilles d'analyse. Alors nous vous demandons de rester branchés et de suivre la prochaine émission de FEV de la PEP sur la paix avec Mme Martine Libertino. Merci, à la prochaine.